Bonjour à tous, ici Sébastien de Co-Wanted et comme vous le savez, en fait, toutes les semaines, on essaye de vous partager des vidéos inspirantes de gens qui sont passés à l'action. Et aujourd'hui, je suis avec Damien Menu. Bonjour Damien. Bonjour Sébastien, comment ça va? Ça va bien et toi? Eh bien, parfait. Alors, je vais commencer très rapidement. Donc moi, c'est Damien Menu, j'ai 30 ans et depuis à peu près un an, j'ai mon entreprise de stratégie de développement global et visuel. Donc, je pense qu'on y reviendra, mais très rapidement, c'est-à-dire qu'on est capable de faire des vidéos et on fait aussi de la stratégie marketing, principalement sur les réseaux sociaux. Comment je suis arrivé là? C'est un long parcours parce que j'ai eu la chance d'avoir plusieurs vies avant. Donc moi, j'ai grandi sur un voilier avec mes parents. On a voyagé pendant 3 ans, principalement au Canada. Et on s'est installé à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est on va dire dom-tom au sud de Terre-Neuve. Et par ce fait, en fait, j'ai toujours baigné dans la voile. Et donc, toute mon enfance, j'ai fait la voile de compétition, j'ai été moniteur de voile, etc. Après, par contre, d'un point de vue scolaire, c'était un peu plus compliqué. J'avais des gros problèmes de dyslexie, entre autres. Et à la fin de ma première S, j'étais complètement en échec scolaire. Et donc, grâce à mes parents, ils m'ont aidé à m'orienter, on va dire plutôt, vers un CAP BEP de maintenance navale. Donc, c'est une période de ma vie, un gros tournant, parce que c'est là où j'ai eu l'envie d'apprendre d'un point de vue scolaire, où j'ai eu une équipe d'enseignants de malades. D'ailleurs, je peux même les citer, c'est le lycée Romsey à La Rochelle. Franchement, ça a été le gros déclic en tous les cas pour apprendre. Et donc après, j'ai fait mon bac pro. Et après ce bac pro, je me suis dit, ouais, j'adore ce que je fais, parce que j'adorais tout ce qui était travail manuel. On nous apprenait à démonter des moteurs, faire de la strat, réparer des coques de bateau, faire de l'électricité, etc. Donc vraiment quelque chose de très pratique, très manuel. Et là, je me suis dit, oui, mais à 40 ans, 50 ans, je ne me verrais pas sur le port et faire de la peinture sur les bateaux, etc. Ce n'était pas ma vision. Et en fait, j'ai trouvé une formation pour devenir dessinateur-projeteur en architecture navale. Et j'ai fait 2 ans de formation où j'ai appris tout ce qui est logiciel et les bases de tout ce qui est structure, donc les petits calculs de structure, etc. Et j'ai eu la chance que mon dernier stage soit chez un architecte naval très connu dans le milieu. Et en fait, ça m'a ouvert des portes. Donc, il n'a pas pu me garder parce que c'était la crise dans le nautisme, mais j'ai pu trouver d'autres emplois. Donc tout ça s'est passé autour de La Rochelle. Au bout d'un moment, j'ai eu une occasion d'aller à Nantes. Et donc là, j'ai été à Nantes pendant quelques mois. Et à côté de ça, j'ai eu mon père qui était hospitalisé donc, pendant cette période-là, à gros problèmes cardiaques, etc. Et là, je me suis dit, la vie elle est trop courte, il faut que j'en profite. Et j'avais envie de voyager, entre autres. Donc avec un ami, j'ai monté un projet de voyage à vélo. Et à partir de ça, en fait, en 3 mois, j'ai décidé de tout quitter. Donc mon emploi, mon CDI, etc. pour partir en vélo. L'idée, c'était de faire un tour du monde en vélo en 2-3 mots. Après 700 km, je me suis blessé au tendon d'Achille. Et là, je me suis dit, ok, tu t'es prévu 1 an pour te reposer, entre guillemets. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu attends de savoir si tu vas pouvoir repartir? Et puis au bout de 2 semaines, je ne savais pas si je allais pouvoir repartir. Donc j'ai pris un billet pour l'Australie. Et là, dans ma tête, c'était vraiment un seul objectif pour aller en Australie, c'était apprendre l'anglais. C'était pas pour aller faire la fête, etc., même si je l'ai fait. Mais j'avais cet objectif, je me suis dit, ok, j'ai 1 an pour apprendre l'anglais. Et donc je suis parti pendant 1 an en Australie, j'ai appris l'anglais. Avec toutes mes expériences passées, en fait, j'ai pu, quand je suis revenu en France, passer mon diplôme d'architecte naval. Donc je suis passé, grosso modo, de bac pro, 2 ans de formation professionnelle, 4 ans d'expérience professionnelle, à passer mon bac plus 6, en fait. Et derrière ça, en fait, je suis arrivé à Paris après un an pour passer mon diplôme d'architecte. Je suis arrivé à Paris, j'ai travaillé dans le pétrole et à travers tout ça, je me suis dit ok, j'ai une vie super active. À l'époque, j'adorais faire beaucoup de sport et donc je voulais montrer aux gens que c'était possible de voyager à travers le monde. Donc la première année, j'ai fait 52 voyages à travers le monde. Donc c'était du style aller à Singapour, Houston, dans le nord de la Norvège. Et l'idée, c'était par une chaîne YouTube de montrer ok, j'ai une vie super active où au final, je travaille beaucoup d'heures, mais je trouve le temps de faire mon sport, manger équilibré. Et c'est comme ça que j'ai commencé un peu l'aventure sur les réseaux sociaux. Donc ça a commencé par Instagram, tout de suite très rapidement après sur YouTube. Et au bout d'1 an, en fait, ça marchait assez bien. Les vlogs n'étaient pas trop connus à l'époque, donc il y a de ça 4 ans maintenant.
et il y a une marque en fait qui est venue me voir, qui m'a repéré, une marque de compléments alimentaires pour le coup, qui était basée en Angleterre, et ils sont venus me voir et me disent Damien, est-ce que tu serais intéressé pour gérer notre chaîne YouTube de A à Z? Donc carte blanche, j'ai un budget, tu te débrouilles, et j'ai accepté. Donc ça c'était mon premier client, et de fil en aiguille, ça fait un an et demi en fait, j'étais tout seul, et plus au fil des rencontres, du bouche à oreille, etc. Et ben maintenant on est une équipe en fait à travailler tout autour de la vidéo principalement, et aussi des développement de réseaux sociaux. D'accord. Alors c'est un parcours très très dense. Ouais. Je ne suis pas certain que tout le monde ait pu suivre en fait tous les multiples vies qu'a eu Damien, mais on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça si tu le veux bien. Ouais. Qu'est-ce qui déjà en fait t'a amené à toujours aller de l'avant? Parce que tu parles d'un début dans la voile, Ouais. tu parles de ton échec scolaire en première S, Ouais. et tu dis en fait il y a tellement de choses que tu as fait par la suite. Ouais. Qu'est-ce qui te pousse à l'avant à chaque fois de faire des choses différentes et d'essayer de te découvrir et découvrir peut-être ta passion et ton activité professionnelle? Alors moi c'est simple, c'est mon père. Mon père quand il est né avec une maladie cardiaque, et son expérience de vie c'était quelques mois. Première opération cardiaque à moins d'un an, il en a eu plusieurs derrière, et il a été éduqué par sa mère et son père en fait grosso modo, ok, s'il doit vivre, il doit vivre à fond, même s'il doit vivre jusqu'à 10 ans, parce que c'était à peu près, à chaque fois qu'il y a eu une opération, il a pu entre guillemets espérer vivre plus longtemps, et il a toujours fait ce qu'il a voulu. C'est-à-dire qu'à un moment, il venait de la voile aussi du coup, et il allait plonger à 10 mètres sous l'océan en apnée. La chose complètement interdite théoriquement, etc. Et c'est que grosso modo la vie elle est tellement courte qu'il faut la vivre à fond. Tu as une opportunité, soit tu la prends, tu la prends pas, mais il faut que tu sois conscient que grosso modo cette opportunité elle viendra qu'une fois. Donc soit tu es un fonceur, un peu comme moi, ou au contraire tu restes entre guillemets dans ta zone de confort. Donc à chaque fois en fait j'ai repoussé en fait cette zone de confort pour en arriver où je suis. Voilà. D'accord, donc ça c'est super intéressant ce que tu dis, c'est qu'à la base il y a quand même une notion d'urgence de la vie. Il y a quand même quelque chose qui fait qu'aujourd'hui on ne revient pas sur le passé, on ne peut que avancer. Exactement. Et il faut profiter au maximum de la vie. Exactement. Comment tu t'es aiguillé justement? Parce que tu parles à un moment donné de ton échec scolaire, que tu as eu la chance d'avoir tes parents qui étaient là pour te soutenir, et ça t'a permis de partir à l'aventure. Comment tu as fait tes choix de direction? Les choix ils étaient déjà très durs, parce que grosso modo à la fin de ma première S j'avais 17 ans. J'ai dû partir en France tout seul. Donc à 17 ans, se retrouver tout seul dans un appartement, je vous garantis que les premières nuits tu pleures, mais tu pleures vraiment beaucoup. Tu te demandes ce que tu fais là. Pareil quand je suis parti en Australie, où j'étais tout fier de dire à mes potes ouais je vais en Australie, etc. Et quand tu te retrouves tout seul assis dans l'avion et que tu pars pour un an à peu près, tu te dis mais qu'est-ce que je fais là quoi? Et à chaque fois en fait c'est que je suis un fonceur, j'analyse quand même, je suis pas complètement bête entre guillemets, il faut quand même un peu analyser, mais pour moi c'est mon bonheur en fait grosso modo, et je serais tellement déçu de pas tester en fait. Vivre avec des regrets c'est pas possible quoi. Donc c'est ça en fait. Mon père il a jamais vécu avec des regrets, il ne vit jamais avec des regrets d'ailleurs, et c'est l'éducation de mes parents clairement. D'accord. Et juste pour aider les gens qui nous regardent, est-ce que tu penses qu'il faille absolument passer par une phase de prise de conscience de cette urgence pour pouvoir être un battant dans la vie? Moi, je pense que ça dépend des opportunités. Moi, j'ai une vie très spécifique, très spéciale. J'en suis conscient. Avoir grandi sur un bateau, c'est pas tout le monde. J'ai pas eu le schéma classique. J'ai eu mes parents qui m'ont donné une éducation. Donc voilà, je peux pas parler pour les autres, mais tout ce que je sais, c'est que je connais beaucoup d'amis ou de connaissances qui vivent avec des regrets parce qu'ils n'ont jamais osé dans leur vie au final, et que maintenant, ces mêmes amis que je pensais des amis, en fait, ils sont jaloux de tout ce que j'ai fait, de tout ce que je suis en train de construire, et ça crée un grand fossé. Donc moi, ce que je dirais, c'est de bien être conscient de ce que tu veux être dans 5 ans, sachant que il y a 10 ans, je voulais être architecte naval, travailler pour le meilleur architecte naval français. Je l'ai fait, j'ai eu la chance de le faire. Donc j'ai quand même aussi la notion que j'ai une bonne étoile au-dessus de moi. Je vais pas dire le contraire. Mais à chaque fois, j'ai provoqué la chance aussi, quoi. Quand j'ai voulu travailler pour cet architecte, j'ai été le voir, quoi, concrètement. Je ne suis pas resté sur mon ordinateur à attendre. Donc il faut être un doueur, quoi. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es senti dans une véritable solitude, ou sur ta route, en fait, tu t'es retrouvé seul?
Oui, plein de fois. J'en parlais tout à l'heure, hein, dans les cas concrets du style quand tu es dans l'avion tout seul, etc. Ouais. Donc plein de fois, il y a des moments aussi, entre guillemets, j'ai toujours eu le soutien de mes parents en fait. Je pense que ça, c'est important. Et s'il y a des parents qui me regardent, je pense que le regard des parents est tellement important. Mes parents ont toujours voulu mon bonheur. Il y a des choix que j'ai faits, je pense qu'ils m'en ont déjà parlé, qu'ils n'auraient pas fait à ma place, mais en voyant mon bonheur, qu'ils m'ont toujours poussé à aller de l'avant. Et je pense qu'au final, les parents ont aussi une responsabilité dans la réussite de leurs enfants. Ils constituent une base forte, Ouais, un socle fort. Et s'ils disent vas-y, t'as notre soutien, et c'est pas une question de finance parce que tout de suite tout le monde va dire Damien il a été aidé, etc. Mes parents sont loin d'être riches, clairement. Donc c'est pas une question d'argent, c'est de l'amour envers ses proches, l'amour envers ses collègues, etc. Et c'est pareil, l'amour que les parents doivent avoir pour leurs enfants. C'est même pas doivent, c'est pas un devoir au final, c'est logique, quoi, tout simplement. D'accord, on peut dire que finalement tu as eu un environnement propice Ouais, à ce que tu fais aujourd'hui. Exactement. Ok, quelle est selon toi en fait l'expérience la plus difficile que tu as vécue et pour laquelle tu t'es réellement challengé et qui t'a au final apporté énormément de bénéfices? Alors c'est simple, moi j'étais un très grand timide. Impossible de parler devant une classe, impossible de réciter une poésie, paralysé par le stress. Et moi ce qui m'a personnellement aidé en fait, c'est le jour où j'ai décidé de me mettre sur YouTube. Brandir une caméra en face de soi, commencer à parler à des inconnus et de se faire juger, parce que concrètement YouTube, on a tous l'impression que c'est magique, c'est génial, etc. Mais les critiques, elles sont là, quoi, concrètement. Et ça a été une des révélations, parce que je me suis dit, ok, en fait, tu es capable de parler à des gens, à des milliers de personnes, et petit à petit, en fait, on s'habitue à parler devant la caméra, se dire que c'est pas qu'une caméra, mais derrière, il y a des humains. Donc, tout ça, en fait, c'est la pratique, quoi. Il n'y a pas de secret, on n'est pas d'un seul coup du matin, ce matin je vais commencer à faire de la vidéo, je vais être bon. C'est pas ça la réalité. Donc je dirais qu'il m'a fallu 1 an pour me construire, et même aujourd'hui en télécast, je me construis encore, et surtout les choses que je sais pas faire, je le dis. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui se voilent la face, dire oui, je suis capable. Moi, je suis capable de, par exemple, je suis super nul à l'écrit, mais vraiment nul. Donc, du coup, je me suis entouré de quelqu'un qui m'aide pour ça. Il n'y a pas à avoir honte en fait mais connaître ses faiblesses, pour moi, c'est au final ce qui m'a le plus aidé en fait. D'accord. Voilà. As-tu, mis à part tes parents, en fait, des personnes qui t'ont inspiré, qui t'ont donné l'envie en fait de te surpasser? Oui, une équipe d'enseignants, donc ce que je parlais tout à l'heure à La Rochelle, qui m'a redonné le goût entre guillemets à la vie pratiquement. Après, j'ai eu différentes phases où j'ai eu des patrons qui m'ont fait confiance, des patrons qui m'ont laissé partir aussi, des patrons qui m'ont fait confiance parce que j'avais pas forcément le CV qui avait le plus de diplômes, mais j'ai très vite souvent eu des grosses responsabilités pour autant. Donc oui, j'ai croisé plein de personnes, je ne pourrais pas citer toutes les personnes, mais clairement mon chemin il a été fait de rencontres et il n'y a jamais eu une rencontre négative, parce que même s'il y a un conflit ou n'importe quoi, il y a quelque chose à en tirer. Voilà. D'accord. Chez Coventine, on est très ancré dans le développement personnel. Est-ce que le développement personnel, c'est quelque chose que tu pratiques et de quelle manière? Alors, moi, je suis quelqu'un de très curieux, donc j'ai une espèce de routine où tous les matins, tous les matins, je me lève, je prends un café et je passe au moins 1 heure, que ce soit sur des réseaux sociaux, parler avec des gens, etc. Ça, c'est super important pour moi. Donc, je me forme en fait tous les jours en fait, et je pense que je suis curieux en fait de nature. Et après, il y en a qui aiment pas lire, mais il y a toujours, par exemple, moi, je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup les livres audio. Il y en a, il faut juste trouver en fait la façon de le média qui te convient. Exactement, ouais. Exactement. Ça peut être juste des photos Instagram pour commencer. C'est pas forcément. Les Américains ils disent grosso modo pour réussir il faut lire tant de livres par an, etc. Mais moi je suis pas tout à fait d'accord parce que c'est très bien de lire. Au contraire, je pense qu'il faut lire, il faut s'instruire. Mais ça se trouve le livre à ce jour T, c'est pas ce qui te convient. Ça peut être une vidéo YouTube. Alors commence à t'instruire par YouTube et puis petit à petit en fait tu vas tellement être curieux qu'à dire ah ouais ça fait 3-4 fois que j'entends parler de ce bouquin, je vais aller le lire quand même quoi. Donc juste trouver en fait le média qui te correspond, commencer petit, pas se dire ok toutes les semaines je vais lire un livre quoi.
il faut y aller petit à petit, quoi. Voilà. D'accord, mais en fait là tu l'as en PNL par exemple, programmation neurolinguistique pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait l'étude des comportements et comment ces comportements deviennent petit à petit des habitudes. Exactement. Donc là tu parles de te lever tous les matins, de prendre ton café et de te mettre à regarder en tout cas ou des vidéos ou des photos, mais tu le fais de manière constante et c'est quelque chose que tu n'as plus conscience de faire maintenant. En fait, c'est quelque chose que tu fais habituellement. En fait, moi, c'est grosso modo pour trouver sa voie, si on parle d'être entrepreneur quelque chose ou créer quelque chose, pour moi, la notion de plaisir est super importante. Dans mon équipe, on en parle beaucoup, mais moi, c'est important que chaque individu et moi-même, ça soit 80% de plaisir minimum et 20%, il y a des factures à faire, des trucs comme ça qu'on aime moins. Et en fait, grosso modo, moi, ce moment-là, en fait, je le considère même pas comme un travail, quoi. C'est un vrai plaisir de savoir c'est les évolutions des réseaux sociaux, les nouvelles vidéos, les nouvelles tendances, etc. Pour moi, c'est pas une contrainte, quoi. C'est du loisir, quoi. C'est la partie la plus simple, je dirais. Tu te lèves le matin, tu commences à lire, etc. Mais c'est du loisir. C'est pas dur, quoi. Voilà. Et alors justement, en parlant de plaisir, c'est quoi ta passion? Puisque tu as fait tellement de choses aujourd'hui, c'est quoi ta passion réelle? Alors, pour le moment, clairement, c'est entreprendre. Mais sinon, j'ai plein d'autres passions. J'ai des passions un peu bizarres. J'ai une grosse collection de timbres que j'ai développée quand j'étais ado. À une époque où je me suis blessé et j'ai pas pu aller à l'école pendant plusieurs mois, ma mère m'avait donné une collection de timbres. Ça a commencé comme ça. C'est un truc que je fais plus vraiment, mais j'achète toujours les timbres tous les mois de la France parce que je me dis c'est un super héritage. Moi, c'est ce qui m'a permis de commencer à voyager. La photo, c'était une grosse passion. Quand j'étais jeune, j'ai économisé pendant 2 ans pour me payer mon premier appareil photo. C'est un peu commencé comme ça au final aussi de l'aventure, c'est que je faisais de la photo en voulant peut-être éventuellement devenir un photographe un jour. Et donc, toutes ces bases en fait m'ont fait apprendre à voyager par les timbres. Faire de la photo, ça m'a appris à faire des cadrages, à régler mes caméras, etc. Donc, et la voile, la découverte, voyager, tout ça, rencontrer des gens. Donc, j'ai pas une passion aujourd'hui, mais en fait, tout ce que j'ai croisé dans mon chemin, en fait, ça fait ce que je suis aujourd'hui. Et si on mélange tout, grosso modo, c'est ça ma passion, c'est entreprendre. Donc, entreprendre, ça veut dire pas que créer, mais rencontrer aussi des gens. C'est toute la richesse humaine qu'il y a derrière le mot entreprendre. Exactement, ouais. D'accord. Alors maintenant, revenons à ton activité. Ouais. Au niveau de ton activité, donc comment tu l'as débuté? Tout seul? Tu t'es fait aider? Alors au début, j'étais vraiment tout seul de chez tout seul. Donc je faisais les mails, je faisais les factures, j'allais tourner. Je faisais tout seul. Ça a tenu quelques mois en fait, parce qu'au départ, c'était plus un test pour savoir est-ce que ça allait vraiment me plaire, est-ce que j'étais suffisamment bon. Quand il y a des clients qui sont revenus, donc j'avais mon client principal qui avait signé sur plusieurs mois et en fait le bouche à oreille a commencé à marcher, a tellement marché que j'étais obligé de refuser en fait de faire certaines choses. Au départ, je m'étais concentré uniquement sur la vidéo, mais dans n'importe quelle réunion que je faisais avec les personnes que j'avais en face de moi, je donnais vraiment beaucoup de conseils sur de la stratégie marketing, le développement des réseaux sociaux, etc. Et au bout d'un moment, c'était rendu à un tel point en fait que c'était un poste à temps plein en fait, juste cette partie-là. Et donc du coup, j'ai décidé de m'entourer. Donc ça a commencé par mon associé, donc Loris Monteux. Donc on est 2 donc dans cette boîte qui s'appelle M2 Vision. Et ça a commencé par, au départ, on a commencé à travailler ensemble parce que lui, c'est quelqu'un qui est talentueux, mais vraiment extrêmement talentueux en vidéo, largement plus que moi. Et donc moi, j'ai pu commencer à me concentrer un peu plus sur le relationnel et sur, au final, le développement des réseaux sociaux de nos clients. Donc ça a commencé comme ça, ce binôme. Au bout de 2 mois, le carnet de commandes était tellement plein qu'on a été obligé de retrouver quelqu'un d'autre. Donc là, on a embauché encore une autre personne. Et en fait, ça n'arrête pas de grossir. Et jusqu'à encore aujourd'hui, là, quand je vous parle, on n'a pas de nom concrètement. Parce qu'on a rien de finalisé les papiers et on n'a pas de site internet. Tout ça, ça marche qu'au bouche à oreille. Et voilà, c'est la passion. Et du coup, quand on essaie de travailler avec des prestataires sur certaines zones ou embaucher, nous, la notion de plaisir est super importante. Donc pour tout le monde, c'est qu'on essaie de donner que du travail gratifiant pour la personne. Et c'est pour ça que ça marche, je pense. D'accord. Donc aujourd'hui, en fait, vous commencez tout juste à vous installer d'un point de vue juridique, d'un point de vue administratif? Non, mais non, légalement tout était prêt, mais c'est juste que comme on grossit, on change les statuts juridiques, c'est tout.
Donc avant, on était tous auto-entrepreneurs, etc. Mais maintenant, là, on passe vraiment au stade SARL, etc. On a nos bureaux dans le deuxième, etc. Donc on a quand même une structure. Là, on est juste en train de professionnaliser un peu plus la chose et surtout être plus visible pour les gens qui ne nous connaissent pas, en fait, tout simplement. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, on pourrait se décider de se dire, ok, on reste avec nos clients qu'on a, mais on a la prétention de grandir aussi. Voilà. D'accord. Alors justement, en fait, c'est quoi les challenges pour toi cette année, pour ton entreprise? Le premier challenge qu'on a là, c'est toute la paperasse. En fait, quand je disais les 20% pas plaisir, on est vraiment dedans pour le coup. Parce qu'il faut faire les bons choix, c'est maintenant qu'on fait les bons choix. S'associer avec des personnes, je pense que tu as connu ça, mais il y a plein de questions qu'il faut se poser et crever les abcès tout de suite, savoir qui fera quoi, etc. Trouver aussi la bonne équipe, c'est super dur au final de trouver. Il y a beaucoup de gens qui sont motivés pour travailler avec nous. Un mois, ça va, mais quand on pousse le bouchon et qu'on est quand même dans un esprit start-up, c'est que il faut travailler pour, quoi, pour que ça réussisse. C'est que c'est un travail pas de 2 personnes, d'une personne, 3 personnes, c'est un ensemble. Donc il faut trouver ces gens aussi qui sont prêts à s'investir. Et donc ça, c'est les challenges entre guillemets en présent. Les challenges futurs, c'est de sortir de notre zone de confort par rapport à aller chercher des clients entre guillemets, on a en tête, qu'on n'a pas été démarché. Donc ça va commencer dès qu'on a notre nom concrètement. On a déjà commencé à travailler pour. On a investi du temps concrètement, par exemple, aller filmer des vidéos spécifiques sur notre temps de travail pour se dire, on sait que si on tourne ça, on va pouvoir faire ricocher ou se dire ils sont pas mal, c'est ce qu'on fait en fait. Comme on sait comment ça marche les réseaux sociaux, on exploite le système en fait, grosso modo. D'accord, donc de plus en plus donner de la visibilité sur ton entreprise. Exactement. En fait, nous on est vachement sur donner pour recevoir. Et ça, c'est le cœur même de l'entreprise. Nous, on veut donner beaucoup et recevoir un peu. Donc pour ça, on a créé un modèle complet. Donc on va avoir des articles beaucoup plus. Même les réunions qu'on fait avec nos potentiels clients, ils ressortent toujours avec des milliers d'idées. Et on ne signe pas forcément, c'est pas la question. Et surtout, on signe pas, on sélectionne nos clients et inversement nos clients nous sélectionnent, mais nous aussi on n'hésite pas à dire non ça, on pense que ça va pas matcher. Il faut pas avoir peur en fait de dire ou on n'est pas compétent. Il y a des moments où clairement on le dit, on n'est pas compétent aujourd'hui, on préfère vous dire non. Et ça je pense que cette franchise ils adorent. On va revenir sur le sujet de la compétence parce que il y a plein de choses que tu dis et sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Donc on va dire, la plupart des startups en fait, je le dis, elles se montent aujourd'hui par des gens qui sont soit dans le domaine de l'innovation, qui sont codeurs, qui ont une idée géniale et qui prennent en charge en fait l'ensemble des sujets tels que le développement, le commercial, la communication et toutes les choses. Toi, tu disais on ne peut pas être bon dans tout. Exactement. D'accord. Quelles sont les premières choses que tu as commencé à déléguer? Première chose à déléguer, comme je te disais entre autres tout à l'heure, l'écriture c'est pas mon fort. Mettre en forme nos idées concrètement, que ce soit par des PowerPoint, des présentations, etc. Tout de suite. L'analyse purement marketing pur et dur, c'est un vrai métier pour le coup. Donc ça, j'ai des visions, etc. Mais on s'est entouré tout de suite. Après, sur certains cas, pas sur tous, mais on a fait appel à des designers parce que c'est pas notre cœur de métier. Voilà. Donc en fait, c'est juste être conscient de là où tu es bon et tu te focalises là-dessus et se dire que ce soit moi ou dans mon équipe, nous on connaît chacun des points forts et des points faibles de chaque personne en fait. Et ça, vu qu'on est très transparent, on a une communication très facile, en fait ça permet de se dire ok, ce projet nous intéresse, grosso modo on est capable de faire 80% du truc, mais il y a 20% qu'on n'est pas capable de faire, et ben là tu as des sous-traitants, tu as des plateformes comme la tienne qui existent pour trouver des gens compétents. Donc, voilà. Et pour trouver, en fait, c'est assez simple. Comme tu disais tout à l'heure, c'est 80% de plaisir. À partir du moment où tu te focalises sur 80% de plaisir dans ta journée de travail, le 20% de contraintes, c'est facile de savoir où tu es bon et là où tu ne l'es pas. Exactement, complètement. Parce qu'en fait, pour moi, où il y a du plaisir, c'est que généralement tu es bon. Et même sur la partie où il peut y avoir du plaisir, mais tu sais qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui est meilleur, c'est juste dire ok, t'es meilleur, je le délègue. Et après, c'est des brainstorming qui peuvent se créer entre les personnes. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que t'as un projet qui est de cette taille et d'un seul coup, tu mets plein de personnes entre guillemets d'une façon un peu intelligente et tu obtiens une idée géniale, quoi. Donc nous, c'est aussi là où on intervient. C'est typiquement,
Je vais parler d'un cas concret. On a rencontré une pâtissière qui fait des super gâteaux. Elle a un super concept plutôt en ligne. On va jamais lui apprendre comment faire des gâteaux parce que nous on ne sait pas les faire, quoi, clairement. Par contre, elle ne sait pas se vendre. Donc elle concrètement, elle est venue nous voir justement pour mettre un gros coup de projecteur sur son activité. Donc nous c'est pareil, quand on ne sait pas faire, on n'hésite pas à le dire. Ou en tout cas on répond pas à la demande tout simplement. Il y a deux possibilités. Soit tu réponds pas à la demande en étant clair en disant je sais pas faire, ou inversement tu te dis ok je sais quand même faire mais grosso modo il y a quelqu'un qui est vachement plus compétent à côté, j'embauche la personne la plus compétente et on fait un truc génial. Alors tu l'as dit tout à l'heure, très rapidement tu t'es aperçu que tu ne pouvais pas faire les choses tout seul. Ouais. Voilà, donc il y a une problématique qui se lance. Moi j'ai interviewé une autre startup ce matin qui me disait en fait elle est dans une pépinière et en fait il y a pas mal de startups qui aujourd'hui en fait sont en cofondation. Ouais. Et en fait les cofondateurs ne s'entendent pas du tout, sauf qu'au bout d'un moment on ne peut pas se séparer des cofondateurs comme ça et c'est très difficile, donc les gens laissent perdurer une situation qui n'est vraiment pas confortable. Comment toi tu fais pour choisir les personnes avec qui tu vas travailler, les futurs collaborateurs ou cofondateurs? Il y a quand même deux choix. Il y a le choix d'avoir un associé, donc départ dans la boîte, et d'avoir un employé. Mon associé, par exemple, on a parlé de tout. Et quand je dis tout, c'est du style qu'est-ce qui se passe si je meurs concrètement, qu'est-ce qui se passe s'il y a un conflit, l'orientation de la boîte, qui a le dessus sur qui, les pourcentages, toutes les questions les plus bizarres, il faut se les poser, quoi. Si tu n'es pas capable de poser toutes ces questions bizarres avant même d'avoir signé un papier, je vous le dis tout de suite, arrêtez tout de suite, quoi, ça ne sert à rien. Il faut crever les abcès tout de suite. Et après, avec tes employés, pour moi, c'est un gros travail de communication. C'est déjà, quand tu embauches quelqu'un, comprendre ce qu'il attend, lui laisser aussi du temps. Moi, pour moi, dans l'idéal, j'aimerais bien lui laisser une journée ou une demi-journée à chaque employé pour qu'il développe ses idées au sein de l'entreprise. C'est se dire, ok, moi j'ai une idée de faire telle vidéo, etc. Un véritable esprit startup. Exactement. Ouais. Donc s'il est heureux, en fait, grosso modo, dans l'entreprise, je sais qu'il va rayonner, mais un truc de malade, et il va être productif, un truc de malade, quoi. Très à l'américaine, très utopiste, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on marche parce que c'est comme ça, quoi. Et après, un dialogue très franc, et dès qu'il y a le moindre problème, c'est de pouvoir en parler, quoi, tout simplement. On est adulte aussi, il ne faut pas l'oublier, et qu'on n'est plus à la cour de récré, c'est que moi, ma porte, elle est toujours ouverte pour parler, quoi, concrètement. Donc le moindre problème, ils sont toujours venus. Et je le dis, il y en a qui ont du mal à parler en direct. Donc moi, si cette personne elle a du mal, elle m'envoie un texto, n'importe quoi. Mais on trouve toujours une façon de communiquer. Je conçois que quand on est dans des positions un peu de conflit, qu'on n'est pas d'accord, etc., de parler en face à face ou à travers une vidéo ou n'importe quoi, c'est très compliqué pour certaines personnes. Je conçois de recevoir un texto, par exemple, honnêtement. Et l'important, c'est qu'il y ait une communication au final. On s'en fout de la manière. Incroyable. Voilà. Ok. Alors, une autre question qui se pose, c'est comment toi tu soutiens la croissance? Alors, et en particulier, à quel moment tu fais la décision de faire un investissement, tu vois, pour quelque chose que tu sais pas faire ou simplement pour embaucher de nouvelles personnes? Comment tu prends cette décision? Alors moi c'est très simple, je suis très prudent dans l'évolution de la boîte, on est tout jeune, on n'a pas une grosse trésorerie, du coup le but pour moi c'est d'utiliser des prestataires, mais de trouver les prestataires en fait où tu sais qu'il y a un potentiellement tu vas pouvoir l'embaucher. Et qu'au rendu en fait à un certain moment financier en fait, la bascule elle se fait vite, c'est est-ce que ça me coûte moins cher de l'avoir dans mon équipe ou de continuer à l'embaucher, quoi. Donc l'idée aussi c'est de choisir ces prestataires en trouvant les prestataires où tu sais qu'ils ont peut-être envie de travailler avec toi, quoi. Et que pendant cette période de test en fait, grosso modo, ils remarquent comment on marche, comment on travaille, etc. Donc c'est un peu, moi nous on en parlait la dernière fois avec notre comptable, c'est ce qui arrive très souvent dans le milieu de la comptabilité. C'est une start-up au départ, tu vas embaucher un comptable pour une certaine somme et au bout d'un moment, les grosses start-up qui ont tellement grossi, elles viennent l'embaucher en fait. Nous on marche un peu comme ça, quoi. D'accord. Donc en fait tu passes par les prestataires, ça te permet de voir en fait s'il y a une véritable entente, et si vous pouvez travailler de manière pérenne dans… C'est ça, et surtout aussi savoir si nos idées sont viables. Comment tu prends tes décisions d'investissement? Justement, à quel moment tu décides qu'aujourd'hui on ne peut pas continuer comme ça et pour soutenir la croissance, il va falloir que j'investisse dans des nouveaux collaborateurs, dans du matériel, peu importe? Alors il y a deux cas de figure pour nous. Il y a de l'investissement matériel pur et dur. Ce qu'on a toujours fait depuis le début, c'est d'investir directement dans le bon matériel.
C'est-à-dire que par exemple les caméras, vu que c'est notre cœur de métier, on n'a jamais été chercher le moins cher, on a tout de suite pris, pas forcément la caméra qu'on voit à Hollywood, mais on a tout de suite pris le top par rapport au rendu qu'on voudra avoir dans le futur, même si on ne sait pas l'exploiter à fond. Donc ça c'est le matériel, c'est de se dire il faut mieux attendre du style 2 mois qu'on ait les trésoreries et d'acheter tout de suite le bon équipement que d'acheter un truc moyen qu'on va être obligé de changer dans 2 mois. C'est juste que financièrement ça vaut plus le coup. Et après pour les humains en fait on est assez prudent dans notre développement, on ne veut pas griller des étapes, on connaît tellement de gens qui sont grossis trop vite en fait et même des gens qui avaient beaucoup d'argent, tout au moins des fonds importants, que nous on est très prudent là-dessus, c'est qu'on valide un projet, un concept ou un développement d'entreprise en utilisant des prestataires. Mais par contre les prestataires, on essaie de sélectionner déjà avec qui on a envie de travailler, mais inversement avec potentiellement qu'on puisse embaucher, qu'il est intéressé par ce qu'on fait, notre façon de travailler, etc. Et après, c'est tout simplement un peu d'analyse financière, c'est de se dire est-ce qu'il faut mieux qu'on continue à l'employer en sous-traitance ou au contraire il y a un poste à temps plein. Actuellement, comme on a envie de grossir, on essaye de sélectionner des gens qui potentiellement peuvent gérer une équipe aussi. Nous, c'est important dans notre démarche et que pour le moment, j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est un peu pyramidal au final pour le moment. Mais grosso modo, on essaie de trouver des gens qui seraient capables de gérer les 3-4 personnes. Qui ont du potentiel, en tout cas, de management. Exactement, et qui ont une bonne vision aussi, mais qui sont aussi, pour moi, c'est important d'avoir des gens pratiques. Même s'ils deviennent managers, c'est du style… quand on l'envoie sur un tournage, ils comprennent que quand il envoie son équipe, il y aura vraiment besoin de 10 heures de tournage et que tu n'essaies pas de leur dire « Ah, tu fais ça en une demi-journée ». Donc des gens qui ont de la pratique aussi. D'accord. Ok. Alors, ça m'a l'air d'être super bien pensé tout ça. Et c'est surtout prudent au final. C'est pas… Est-ce qu'il y a des prises de risques réelles que vous faites ? Les prises de risque en fait c'est sur notre salaire personnel. On a décidé de ne pas se verser pour le moment de salaire. Vous faites le sacrifice de vos propres salaires. Exactement. Voilà. On sait que ça ne doit pas durer 10 ans, mais c'est le plus gros sacrifice et l'important pour nous c'est que si ça doit se coûter, parce qu'on a quand même imaginé le pire, même si pour nous par rapport à notre développement il y a peu de chance, mais que déjà nos prestataires ne soient pas impactés, c'est-à-dire qu'on puisse les payer. Ça c'est super important parce que c'est pas est-ce que le défaut de croissance ou un défaut de stratégie ne doit pas impacter les prestataires pour moi. Et concrètement, ce qu'on perdra, c'est l'investissement qu'on a mis au départ. Et puis c'est que de l'argent, quoi, je dirais. Ça peut être dur de dire ça, mais c'est que de l'argent, quoi. Il n'y a pas une vie humaine, quoi, derrière. Voilà. D'accord. Et c'est mon argent et l'argent de mon associé. En plus, c'est pas l'argent de quelqu'un d'autre. D'accord. Alors juste pour synthétiser, en tout cas ton activité, est-ce que tu peux expliquer quel est le véritable élément différenciant de ton entreprise par rapport à une autre entreprise de social media ? Difficile parce que pour moi en fait c'est des valeurs simples mais qui me paraissent tellement innées en fait que je ne comprenne pas que les autres ne le fassent pas, mais une des valeurs qu'on a vachement parlé avant hors interview, c'est l'aspect humain. C'est que nous quand on travaille avec des gens, quand on travaille sur de la stratégie marketing, quand on fait des vidéos, on pense que derrière un écran, il y a un vrai humain derrière. Et ça, je pense que c'est ce qui nous différencie. On n'est pas que en train d'analyser des courbes et se dire « Ok, à 18h, il faut qu'on poste sur Instagram », parce que la réalité, c'est pas ça. D'ailleurs, il y a eu des cas concrets. World Trade Center, par exemple, des entreprises qui utilisaient des logiciels automatiques pour poster des posts sur les médias sociaux, sur les sites internet, etc. Ils n'ont pas pu arrêter. Et du coup, ils ont balancé des promotions alors qu'il y avait le World Trade Center. Il y en a qui ont perdu des millions. Il y a des entreprises qui sont mortes à cause de ça. Donc, on est contre l'automatisation. On utilise un peu, pour être honnête, mais on pense qu'il y a un humain derrière. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a tout un tas de facteurs que les machines ne peuvent pas encore capter réellement. D'accord. Donc en fait, une véritable compréhension des besoins de vos clients, plus un véritable accompagnement humain en tout cas, qui fait toute votre différence. C'est ça. Et surtout aussi, on est tous des utilisateurs, on a des très grosses entreprises et on a des petites personnes toutes seules qui se démarrent. Et donc on sait aussi à s'adapter et de se dire que oui, on est capable de proposer des trucs aberrants au niveau financier, mais on est aussi capable de s'adapter et d'avoir des trucs à tout petit budget, parce qu'on a tous commencé sans rien. Mais la réalité, c'est que la plupart des gens, pour réussir maintenant, ils ont besoin de ce coup de projecteur des réseaux sociaux et d'un peu de stratégie, marketing, etc. Donc il y a des options qu'on peut faire, c'est tout faire de A à Z ou juste leur donner quelques conseils
et que notre but au final, c'est toujours de travailler sur du long terme. Relation à long terme, du one shot, on ne fera jamais, on ne ferait jamais. Ça ne nous intéresse pas. On préfère voir une boîte évoluer qu'elle évolue avec nous. Et dans ce cas-là, tant mieux, parce que si elle évolue, proportionnellement, on est capable de faire des choses plus grosses, plus intéressantes, etc. etc. D'accord. Est-ce que tu peux rappeler pour les gens qui nous regardent, on va mettre le lien en fait sous la vidéo de l'interview, comment on fait pour te retrouver? Alors il y a deux possibilités, donc il y a mon entreprise que je développe avec mon associé, donc c'est m2vision.fr et sinon Damien Menu sur tous les réseaux sociaux et damienmenu.com aussi, parce que j'aime bien le fait de donner pour recevoir. Quel conseil tu pourrais donner aux gens qui nous regardent pour les inspirer à passer à l'action? Tout simplement, je vais essayer d'être très simple pour moi, c'est très basique, mais la vie n'attend pas, donc foncez, testez et ne vivez pas avec des regrets. C'est tout ce que j'aurais à dire. Ouais. Super génial. Merci encore Damien. Merci bien à toi. Et puis à très bientôt. Merci, et puis j'espère bien revoir l'équipe de Common Tête donc rapidement. Avec plaisir et en plus nous on va tester.